Bonjour, bonjour à tous. Je suis Arthur Massonneau, je suis consultant senior chez Faber Novel Institute et je vais avoir le plaisir d'animer cette séance et cette table ronde qui portera sur la thématique comment les écosystèmes deviennent des Fabworks. Alors quand on m'a appelé pour me proposer d'animer cette table ronde, j'ai dit ouais super, je viens. Puis en raccrochant, je me suis demandé mais c'est quoi un Fabwork ? C'est un mot que j'avais jamais entendu, à juste titre parce qu'il a été créé pour l'occasion. Et donc pardon, il y a beaucoup trop de lettres dans mon nom. Le EAU du milieu est un O normalement. Mais donc Fabwork, en y réfléchissant un peu, alors Fab Lab et Work, le Fab Lab on sait ce que c'est, hein, ce sont ces espaces de création et de prototypage dans lesquels on a à disposition et du matériel et des matériaux pour créer de nouveaux objets. Et puis Work, appliqué à cet événement, on parle du futur du travail. Donc si les écosystèmes deviennent des Fabworks, c'est globalement ces écosystèmes qui sont l'alliance d'individus et de leur environnement, ils peuvent peut-être devenir des catalyseurs de cette réflexion sur le futur du travail. Et on est au sein de Paris La Défense, qui est peut-être le plus grand Fabwork, en tout cas le plus grand Fabwork de France. Donc on va pouvoir parler de ce sujet-là. Ce qui m'intéressait aussi, c'était la progression, et c'est la question que je poserai tout à l'heure à nos 4 intervenants, de comment atteindre cette idée de Fabwork et comment on en arrive là. Alors une première réflexion sur le sujet, et puis ça initiera peut-être nos échanges, c'est de dire que la première chose, c'est de comprendre ce que c'est qu'un écosystème. Chez Faber Novel, on a l'habitude d'emmener des gens à San Francisco, à Shanghai, à Tel Aviv, pour rencontrer justement ces innovateurs, et puis ensuite de venir l'appliquer à nos cadres de travail habituels, et de voir comment on peut mettre en commun des gens qui se ressemblent pas tellement, comme si on faisait une grande recette de cuisine dans un grand chaudron. Si vous mettez que de la carotte, vous avez de grandes chances d'avoir un goût de carotte à la fin. Alors que si vous mélangez différents ingrédients, et c'est le cas dans ces Fabworks, on devrait avoir des goûts un peu plus sympas, un peu plus originaux. Donc je vais proposer à mes 4 invités de nous rejoindre sur ces magnifiques sièges jaunes. Je vais commencer par notre hôte, Marie-Célie Guillaume, qui est la directrice générale de Defacto et de Paris La Défense, que vous pouvez applaudir. Florence Perronneau, qui est la vice-présidente de l'ADI, l'association des directeurs immobiliers, et qui est, ce qui est particulièrement intéressant, en charge de la prospective et des études. Elle sort un ouvrage qu'elle va nous présenter. On a Grégory Martin, qui est le secrétaire général de la CFDT Occitanie. CFDT qui est le premier syndicat de France, qui a la particularité d'avoir 70% de ses adhérents qui sont des salariés du privé, à la différence de la plupart des autres syndicats. Et la CFDT Occitanie qui, je crois, comporte un peu plus de 40 000 adhérents. Et enfin, notre dernier invité, Charles Puy-Basset, qui est le CEO de Nova France, qu'il va nous présenter. Et je vais vous rejoindre. Et je vais vous proposer, Marie-Célie, peut-être d'introduire. Quelle compréhension vous avez de ce mot de Fabwork ? Aucune. C'est un néologisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, alors... alors, c'est vrai que la défense, d'abord, quand on parle d'écosystème, vous avez dit la défense est le plus grand Fabwork de France. Alors, on est la plus grande concentration d'entreprises et donc de talents de France. Et donc, on voit bien qu'on est potentiellement, sans doute, le plus grand Fabwork de France. Mais il manque pour ça des choses. C'est-à-dire ça revient à ce dont on parle depuis hier et depuis ce matin. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de réunir ensemble sur un même territoire des personnes et des entreprises. Encore faut-il que ces personnes, que ces talents, et moi ma conviction vraiment c'est que le premier des atouts de la défense, ce ne sont pas ces mètres carrés de bureau, aussi fantastiques soient-ils, c'est cette concentration de talents. Mais comment faire pour que ces talents qui sont encore trop chacun isolé dans sa tour, dans son entreprise, avec déjà assez peu de relations au sein de l'entreprise et encore moins de relations entre entreprises, comment faire en sorte que ces talents puissent
sortir, se rencontrer, échanger de manière plutôt informelle que formelle pour partager tout ce qu'il y a à partager et derrière créer de la valeur. Donc ça, c'est un vrai challenge pour le quartier d'affaires. Ça revient à tous les débats qu'on a eus sur l'espace public. Comment est-ce qu'on fait bouger l'espace public pour y accueillir ses usages, pour faire que l'espace public devienne un territoire vraiment de rencontre, d'échange, de création de liens. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la question du Fab Work, elle s'applique aussi à nous, établissements publics. Comment on fait, nous, puisqu'on veut accueillir l'écosystème innovant en particulier, comment on fait pour l'accueillir au niveau du territoire et comment on s'applique à nous-mêmes ce dont on parle. Et donc ça, c'est toute la révolution qu'on est en train de mener à Paris La Défense sur notre façon de travailler, notre organisation et notre ouverture à l'écosystème. Nous sommes un acteur majeur de l'écosystème, mais encore faut-il que nous soyons nous-mêmes ouverts sur cet écosystème. Or, traditionnellement, établissement public, on avait plutôt tradition de travailler entre nous, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il faut qu'on travaille avec les utilisateurs, qu'on stimule la venue de ces, en particulier des startups. Et donc, on a le projet dans quelques semaines de les accueillir parmi nous, pour que ça change notre façon de travailler et pour que ces startups qu'on va choisir, qui travaillent sur la révolution du travail et sur la Smart City, utilisent ce territoire fantastique de la Défense comme territoire d'expérimentation. Alors, c'est intéressant. Cette session, on va essayer de rêver un peu de toute façon. L'idée, c'est de se projeter. Et vous avez commencé à parler de lieux, des mètres carrés de tours. Je me retourne vers vous, Florence Perronneau. Est-ce que vous pouvez nous faire rêver avec des briques et du mortier et peut-être du verre, mais en tout cas, comment on part du lieu pour arriver sur ces mécanismes d'échange? Alors, je crois que la thèse qu'on essaye de défendre dans ce livre qui vient de paraître et qui sort aujourd'hui en librairie, c'est justement de dire qu'on ne parle pas des lieux, on ne parle pas du bâti, mais nous partons du cœur du métier de l'entreprise. Et nous essayons de dessiner, de concevoir, de designer des espaces qui ressemblent au cœur de chaque entreprise. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que justement, on a à dessiner toute cette conception intérieure de l'organisation avant même de commencer à partager. Puisqu'il faut déjà partager au sein de l'entreprise elle-même et que l'entreprise puisse ensuite s'ouvrir sur son écosystème, sur toutes ses parties prenantes, sur ses clients, sur ses fournisseurs, sur la population, les citoyens qui vivent dans un quartier et puis également sur tout ce qui est l'apprentissage, la formation continue, c'est-à-dire les étudiants, l'académie et à La Défense, vous avez beaucoup de grandes écoles. Voilà, donc c'est comment est-ce qu'on fait vivre, une fois qu'on a organisé son métier et de voir avec qui on doit absolument interagir, et ensuite l'écosystème de La Défense ou d'autres écosystèmes, comment est-ce qu'ils organisent eux-mêmes la communication entre eux. Voilà, donc on a deux niveaux je dirais, d'alvéoles, de construction, dans lesquels chacun va pouvoir venir plugger son savoir-faire, son expérience, pour être de plus en plus performant à l'intérieur même de son entreprise, mais bien sûr avec des nouveaux entrants un peu plus tous les jours. J'aime bien votre réponse parce que je vous parle de briques et de mortier et que vous m'avez parlé d'humain, donc c'est une bonne nouvelle. Grégory, vous, l'humain, c'est votre métier en tant que syndicat. Comment sont vécus par vos adhérents et plus globalement par les salariés avec lesquels vous échangez ces modifications du cadre de travail? En fait, moi, quand je suis venu ici, d'abord, évidemment, je me suis dit tout le monde va croire que c'est parce qu'il y a le mot révolution qu'il y a un syndicaliste qui est venu à la table. Je vous rassure, ce ne sera pas le cas aujourd'hui ni demain pour la CFDT. Mais du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette injonction en permanence à dire qu'il faut changer le travail? Et en fait, on s'est rendu compte dans la CFDT, en discutant avec nos adhérents, qu'ils étaient soumis à deux événements qui semblaient être contradictoires en soi. D'un côté, le capitalisme qui oblige à produire de la richesse, rentabiliser, pour permettre ensuite peut-être de redistribuer. Et puis en même temps, une aspiration de plus en plus importante de nos adhérents, mais des salariés dans leur ensemble, à s'émanciper par le travail et à permettre que le travail soit un outil
de l'esprit communautaire. Et en fait, ces deux logiques-là ne sont pas du tout contradictoires de notre point de vue, si jamais elles sont associées à une troisième dimension, qui est la dimension du dialogue et du partage. C'est-à-dire comment on construit, dans le cadre d'un groupe d'individus, des modes de régulation démocratiques, et on va dire le mot, dans une entreprise démocratique, les voies et les moyens que chacune et chacun trouve sa place, à la fois dans la réflexion sur quelles valeurs on veut produire, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi comment on produit, de quels moyens on dispose aujourd'hui pour produire, et comment l'individu, au sein de ces moyens, fait partie intégrante du dispositif. Et donc, lorsqu'on parle pour nous de Fab Work, parce que moi aussi, quand je suis arrivé ici, je ne savais pas trop de quoi il en retourner, on a tout de suite fait référence à la question de la communauté en considérant qu'une entreprise, c'est avant tout une communauté de destin. C'est comme une petite commune, c'est comme une nation. Elle nécessite d'avoir des règles qui soient construites et assumées par tout le monde. Elle nécessite d'avoir pour chacune et chacun un certain nombre d'outils mis à disposition pour progresser, que ce soit en termes de salariés, les compétences professionnelles, que ce soit la question de la protection sociale, que ce soit des lieux de dialogue où on puisse échanger sans que la parole soit vécue comme une parole contradictoire avec le sens de l'histoire de l'entreprise. Un salarié, il est expert de son travail, il doit pouvoir s'exprimer dans une entreprise pour permettre de faire communauté, parce que chacune des réflexions portée par un salarié, c'est une expertise qui se pose dans le cadre du projet commun. Et donc, à partir de ce moment-là, on a considéré que, du coup, la question de l'évolution du travail dans le cadre d'une communauté, donc dans le cadre de ce que nous décrivons là ensemble, eh bien, c'est l'ensemble de ces outils mis à disposition des acteurs qui permettent qu'on passe simplement d'une logique, vous le disiez tout à l'heure, de lieu, d'espace, qui, aussi joli soit-il, à une vraie communauté de destin où chacun prend sa place parce qu'il a la possibilité de le faire. Vous savez, on a quelques expériences d'espaces coworking magnifiques, dont on aurait pu considérer, parce qu'ils étaient magnifiques et qu'ils correspondaient à une attente qui avait été élaborée par une direction, que cet espace coworking allait produire des résultats en termes de performance. On s'est retrouvé avec des espaces coworking qui, au contraire, devenaient des lieux d'aliénation parce que les gens considéraient qu'ils étaient éloignés du collectif de travail, donc ils avaient moins voix au chapitre dans la communauté. Donc on voit bien que c'est pas qu'une question de lieu, que le lieu doit s'adapter d'abord au principe de la communauté, c'est ce que la CFDT essaie de faire. Et puis dans notre thème, on a la notion d'écosystème. Et des écosystèmes, ce sont des échanges. Ce ne sont pas uniquement des lieux et des gens qu'on pose dans ces lieux-là. Charles, est-ce que tu peux je te tutoie parce qu'on se connaît très bien et qu'on ne va pas le jouer. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter ce qu'est Nova, parce que je pense que c'est peut-être des 4 acteurs celui qui est le moins connu, et puis nous dire si, parce que c'est une communauté de jeunes entre 20 et 35 ans, si ces jeunes-là qui sont dans ta communauté partagent ce dont on est en train de parler. En effet, donc Nova est une communauté de jeunes entre 20 et 35 ans, donc je pense que j'ai été invité aussi pour représenter un peu cette génération-là aujourd'hui. J'espère que dans quelques années, on sera aussi connu que la CFDT en France. En 3 mots, Nova est une communauté qui est animée par une conviction profonde, qui est de dire que les leaders du 21e siècle vont venir de beaucoup de parcours différents. Donc ils ne viendront pas tous de grandes écoles d'ingé et de commerce, ils ne viendront pas tous de très grandes entreprises, mais au contraire, ils vont avoir eu des parcours très différents les uns les autres. Et ce qui va les réunir, c'est cette conviction de vouloir changer le monde les uns avec les autres. À partir de ça, on les connecte les uns avec les autres et avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Et aujourd'hui, on a un business model qui est très basé sur du recrutement, où d'un côté, on a des jeunes top talents, de l'autre côté, on a des entreprises qui misent beaucoup pour attirer ces top talents. Comment est-ce qu'on les fait communiquer les uns avec les autres ? Et puis, depuis qu'on se développe en France, et c'est une boîte qui vient de Scandinavie à l'origine, et moi je développe la France, on s'est aperçu qu'on est dans un écosystème français qui est très en avance sur ces réflexions-là, et qu'on a beaucoup, d'une part, de ces jeunes talents qui n'ont pas forcément envie de rejoindre un grand groupe, et d'autre part, de grands groupes qui n'ont pas forcément envie de recruter ces jeunes talents en CDI, à proprement parler. Et donc, on est en train de faire évoluer le business model en se disant, est-ce qu'en fait, on n'a pas intérêt à, sur des projets en particulier, pour des entreprises, pendant 6 mois, pendant 1 an, réunir une équipe de ces jeunes talents de manière très souple, de manière à ce qu'ils travaillent sur un projet pour une entreprise, et puis avec une équipe, et puis sur un autre projet avec une autre entreprise avec une autre équipe. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose qui regroupe pas mal ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est de se dire, au lieu de partir d'un lieu physique et des entreprises qui sont présentes sur ce lieu physique et de faire échanger ces différentes communautés, est-ce qu'on peut avoir une approche qui est complémentaire par rapport à ça et se dire, on a cette communauté à l'intérieur de laquelle on va avoir des gens qui travaillent chez Engie, on va avoir des gens qui travaillent chez Wavestone, etc., qui sont aujourd'hui présents dans la défense. Comment est-ce qu'on peut faire interagir ces communautés les unes avec les autres et que ce soit plus impulsé par en haut, par les entreprises, mais que ce soit impulsé par la base, entre guillemets, de ces jeunes entre 20 et 35 ans.
Mais ça, c'est des changements organisationnels qui ont l'air effectivement d'aller dans le sens de l'histoire. Mais comment ça se matérialise, par exemple, d'un point de vue topologique, topographique Est-ce que ça veut dire qu'on travaille tous au même endroit alors qu'on travaille pas dans la même entreprise ? Comment toi, tu perçois ça ? Et peut-être après, comment vous, dans le futur d'un espace comme la Défense, par exemple, vous anticipez sur ce type de collaboration ? Je pense que de manière générale, ce qui va être, et l'année dernière, j'étais venu intervenir sur comment est-ce que le digital va révolutionner la manière dont on travaille. Le digital est vraiment une des premières réponses, qui est de se dire on n'a pas forcément besoin d'un lieu physique pour se réunir et travailler. On peut le faire d'à peu près n'importe où aujourd'hui, grâce à ces nouveaux outils. Et réciproquement, on commence à avoir des acteurs qui sont en train d'émerger, WeWork, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a justement pour objectif d'aller voir les entreprises et de dire, en fait, dans le monde entier, vos employés vont pouvoir aller travailler dans un environnement WeWork à travers le monde avec d'autres gens de notre communauté. Et je pense que cette dichotomie, enfin cette corrélation entre à la fois le digital qui permet d'avoir des relations longues et de travailler en projet se combine très bien avec les lieux physiques pour les réunir de manière concrète et précise. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable sur la question du digital. Un grand philosophe disait « l'app, oui, mais aussi l'apéro ». C'est-à-dire que le digital, c'est bien, mais qu'on a besoin de se rencontrer. Comment on se rencontre à la Défense d'un acteur à l'autre ? Cette question-là, c'est une question essentielle. C'est-à-dire que pour un quartier d'affaires comme la Défense, de se dire, à l'heure du numérique où on peut travailler n'importe où, on parle de télétravail, est-ce que ça a encore du sens de construire des quartiers d'affaires qui coûtent très cher à construire et à entretenir? Est-ce que ça a encore du sens finalement à l'ère du numérique? Et on voit bien que ça a encore plus de sens, puisque plus on a d'outils numériques, plus on est disséminé, plus on a besoin d'avoir des lieux de concentration forte où on se rencontre physiquement. Parce que rien ne peut remplacer ce qui ressort de ce qui se passe, par exemple, ici, en ce moment. Le fait qu'on soit ensemble, qu'on se parle, c'est pas pareil que d'être derrière son téléphone à se parler sur Twitter ou je ne sais quoi. Donc d'abord, ça c'est la première chose. En revanche, ça suppose qu'un quartier comme celui-ci se transforme et accueille de plus en plus, et en particulier dans son espace public, mais pas que, des lieux qui permettent justement ces rencontres et cette façon de travailler qui est différente. Donc c'est des lieux hybrides, c'est des lieux où on vient prendre un verre, écouter de la musique, voir une expo, travailler, se rencontrer, draguer, j'en sais rien, enfin, et pas simplement aux heures ouvrables, parce que ça se passe beaucoup aussi en dehors des heures ouvrables. Et donc ça, c'est une vraie transformation. Les quartiers d'affaires n'ont pas du tout été conçus de cette manière-là. Donc c'est un enjeu pour nous de créer ces nouveaux lieux et d'accompagner aussi ça vers du numérique qui, en revanche, je parlais de la communauté potentielle que constituent déjà aujourd'hui les talents de la Défense, pour que ces gens se rencontrent et sachent que à côté il y a quelqu'un qui partage, j'en sais rien, la même passion que moi pour la collection de timbres anciens, et donc je vais pouvoir faire des choses avec cette personne. J'ai pas besoin d'aller les chercher je ne sais où, mais ça c'est pas facile. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que cette personne elle est là et que je peux la rencontrer à tout moment? Et donc ça passe par des lieux physiques, et ça passe aussi sans doute par le développement d'applications qui permettent de faire vivre la communauté avec toutes ces dimensions, privées, publiques, loisirs, travail, etc. Comment on fait aller les gens vers ces lieux ? Parce qu'on n'habite pas tant nos villes que nos habitudes, et qu'on n'est pas dans les organisations n'invitent pas leurs salariés à sortir au milieu de la journée pour aller dans ces lieux d'échange. Comment vous discutez avec eux ? C'est un vrai sujet, parce que nous, on organise beaucoup d'événements, beaucoup justement qui sont juste des prétextes à ce que les gens sortent des tours et se rencontrent. Et on informe énormément les entreprises de tout ce qu'on fait, et on se rend compte que le relais derrière, il est assez compliqué. C'est-à-dire que l'information, moi, j'interroge mes copains qui travaillent dans les boîtes à la Défense, je leur dis, t'es au courant qu'il y a le marché de Noël, qu'il y a Chorus? Ah non? Ah bon? Et pourtant l'information on la donne. Donc ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que ça bouge mais très lentement. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, jusqu'à présent, elles étaient vraiment dans une logique, mes salariés, ils sont là pour bosser, ils restent dans la boîte, et d'ailleurs, et c'est vraiment la logique de la tour enfermante. On est dans la tour, on n'en sort pas. Et c'est en train de changer parce que les entreprises se rendent compte que ça ne marche plus,
que les salariés ont besoin de sortir et que le fait de sortir permet aussi de rencontrer d'autres personnes, que ça crée aussi de la richesse et de la valeur professionnelle. Et donc, certaines entreprises encouragent beaucoup leurs collaborateurs à sortir. D'ailleurs, pas que pour aller au concert, mais par exemple, vous avez des espaces de coworking qui se développent dans les tours ici. Il y en a next door ici, à Querc, dans la tour First. Ce sont des lieux un peu différents en termes d'aménagement que les bureaux. Et vous avez des entreprises qui demandent à leurs collaborateurs de sortir de leur bureau pour aller travailler dans ces espaces parce que ça leur permet de rencontrer d'autres personnes. Donc on redécouvre quand même des choses importantes. On s'enrichit par la rencontre et l'échange avec des personnes différentes, donc d'autres environnements. Ça a du sens, ça, Grégory, économiquement, vous croyez ? Je ne sais pas si ça a du sens économiquement. Je vais peut-être un peu casser l'ambiance, mais après tout, je suis aussi un peu là pour ça. Mais dans ce que vous dites là, moi, ça me donne le sentiment qu'on vit un peu dans un monde du bisounours. Quand vous dites on passe l'information, mais finalement, ça ne produit pas d'effet aussi massif que l'on le souhaiterait. Si on parle d'écosystème, il faut comprendre qu'une ou un salarié, c'est aussi quelqu'un qui habite parfois à 1h30 de son lieu de travail, c'est aussi quelqu'un qui a des enfants, c'est aussi quelqu'un qui a des loisirs dans son champ d'activité qui est celui de sa commune, etc., etc. Et que donc, du coup, vouloir imaginer à la place des salariés ce qui pourrait être bon pour eux dans des lieux qui sont par ailleurs tout à fait pertinents, de lieux d'activité, d'échanges, de rencontres, etc., c'est certainement faire fi d'une dimension dont on n'a pas parlé encore pour le moment, qui est la question de se donner le temps de co-construire des dispositifs. C'est-à-dire que un dispositif, s'il est homogénéisant, il ne marchera pas. Ou alors, il fait prendre le risque de créer une nouvelle césure dans le collectif de travail entre ceux qui pourront, parce qu'ils habitent pas loin, prenons le cas des grands centres-villes avec des loyers qui sont extrêmement chers, ou celles et ceux qui pourront aller se faire un peu de loisirs dans des espaces que vous créez, et bien sont ceux qui habitent près parce qu'ils ont les moyens, et puis ceux qui n'auraient pas les moyens parce qu'ils habitent loin, et bien du coup n'auraient pas cette possibilité-là. Donc je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin dans cette logique-là, c'est pour ça que je ne la réfute pas, en imaginant que lorsque on veut imaginer des nouvelles façons de travailler, il faut le faire avec les salariés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prédéterminer que le collectif de travail est homogène, mais au contraire prendre le temps. Ce qui est compliqué dans une entreprise, c'est qu'évidemment, le temps, on ne l'a pas. Les business aujourd'hui, c'est très court. Et donc, prendre le temps de discuter avec les salariés, faire une étude de besoin pour chacune et chacun de façon individuelle pour essayer de déterminer quelque chose qui soit pertinent, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus de ça, il y a une autre dimension de césure qui se produit dans ces projets-là. Donc, il faut y faire attention. C'est la césure entre les petites et les grandes entreprises. Parce qu'autant il est vrai qu'avec une grande entreprise, on peut trouver les voies et les moyens dans l'organisation du travail de permettre à un salarié de pouvoir, sur 1 heure, 2 heures de travail, aller faire autre chose, travailler autrement, travailler avec d'autres gens et jouer de la sérendipité si chère à mon ami Nathanaël. Mais je crois que pour les petites entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on est un artisan et qu'on a 2 salariés, vous n'allez pas imaginer que le boucher va laisser partir son commis pendant 2 heures pour aller faire je ne sais pas quoi sur un ordinateur. Donc on voit bien qu'on est loin d'avoir abouti sur nos objectifs qui sont des objectifs communs, qui sont ceux de travailler autrement, de libérer des gens, de les émanciper en leur permettant de construire un rapport au travail qui soit beaucoup plus apaisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais nous sommes loin du compte parce qu'il y a encore un certain nombre de freins que nous n'avons pas réussi à résoudre. Je pense que le dialogue social est une dimension, y compris sur le territoire, dans des collectifs comme celui de la Défense. Oui, je voulais juste ajouter que du coup, voilà, le Fab Work de la Défense est aussi dans un écosystème qui est beaucoup plus large et qui est celui de toutes les communes environnantes qui ne sont pas simplement en partie installées à la Défense, comme Nanterre ou Courbevoie ou Puteaux, mais qui sont vraiment beaucoup plus larges à l'échelle d'une région et qui pourraient de ce fait répondre avec une offre d'espaces de travail qui sont plus proches de certains salariés, 1 ou 2 journées un peu off dans lesquelles ils peuvent aussi souffler, avoir une vraie vie de famille, une vraie vie privée, des activités également, et dans des endroits où chacun a sa place et où on a une réponse qui est appropriée. Voilà. Justement, dans le futur des lieux de travail, est-ce que vous pouvez garder... Bon, allez-y, pardon. Non, je voulais poursuivre là-dessus une toute petite seconde. Est-ce que dans le futur des lieux de travail, d'un point de vue immobilier, on a un intérêt à aller dans de l'hyper concentration, merci, de l'hyper-concentration, ou est-ce que des villes de taille moyenne, par exemple, pourraient pas avoir plus de sens en atteignant à la fois une masse critique et en permettant ces échanges-là ? Je vais essayer de ne pas faire de politique. Je suis absolument convaincue que les villes moyennes, et même que les villes plus petites, ont un vrai
sens à redévelopper certaines activités pour certains types de métiers. Vous parliez de l'artisanat, mais j'ai été très frappée à la lecture d'un livre que je vous engage à lire, hein, qui est... voilà, je vais retrouver le titre, qui est celui de Monsieur Kahn, mais j'ai oublié tout de suite son prénom. Non, c'est pas Jean-François, justement, c'est son frère. Voilà, donc qui a traversé la France et qui est arrivé dans des déserts dans lesquels il y avait une activité, parfois ancestrale, qui revivait complètement et qui redynamisait complètement l'économie. Or, je suis absolument convaincue que les moyens digitaux aujourd'hui dont on dispose peuvent permettre à certaines populations de redécouvrir des régions, de pouvoir habiter de façon très agréable et pas simplement être enfermé dans des tout petits appartements parce qu'on n'a pas les moyens de... Voilà, donc je suis moins convaincue que ces lieux de travail, ils peuvent essaimer, y compris dans des territoires dont on dit aujourd'hui qu'ils sont ou tendus en matière de logement ou désertés. Comment on rend la défense plus agréable alors ? Moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit d'abord sur le dialogue social. Parce que, évidemment, on ne peut pas décider ce qui est bon pour les utilisateurs du site à leur place. Pourtant, c'est sans doute la méthode qui a été utilisée depuis des années. On en parlait tout à l'heure sur la verticalité. L'horizontalité, ça passe aussi par un changement de méthode et par le fait de travailler et de réfléchir avec les utilisateurs pour accompagner en fait leurs besoins et leurs demandes. C'est ce qu'on essaye de faire. Et les animations et les lieux qu'on développe, on les développe parce qu'ils nous sont demandés. Et ils ne nous sont pas demandés par les patrons, ils nous sont demandés par les salariés eux-mêmes. Parce qu'ils ont besoin... Alors, pas tous, bien sûr. Tous n'ont pas envie de rester à la Défense le soir. Mais par contre, à l'heure du déjeuner, il y a un besoin de sortir, de voir autre chose, de respirer, et donc d'avoir un espace public qui s'y prête. Voilà. Ensuite, évidemment, quand on fait 3 heures de RER ou de je ne sais quoi pour arriver, le soir, on a plutôt envie de... Voilà, on a plutôt dans l'idée de rentrer pour être à l'heure, pour s'occuper des enfants. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça, c'est un vaste sujet sur lequel Paris La Défense n'est pas forcément tout à fait compétent. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on n'y réfléchit pas. Vous parlez, parce que sur la question justement de la délocalisation des lieux de travail, des espaces de coworking, moi je suis convaincue qu'il y a possibilité, et j'ai commencé à avoir ce dialogue avec certaines entreprises de la Défense, de leur dire, vous savez qu'on est en train de construire une nouvelle ligne, le prolongement du RER-E, la ligne Éole, qui va relier la Défense à Mantes-la-Jolie, avec des gares sur tout le trajet. Et je pense que sur la partie Grande Couronne, il y a matière à développer des lieux près des gares qui permettent, mais en liaison étroite avec les entreprises ici, qui connaissent leurs salariés et qui savent par exemple que X% de leurs salariés viennent des Yvelines. Et donc, certains de zones vraiment rurales mettent du temps à arriver. Et l'idée, c'est de les inciter à accepter que leurs salariés puissent arriver, pas forcément venir tous les jours, ou arriver en décalé, pour libérer aussi les transports sur les heures pleines, et leur offrir un espace de travail délocalisé près des gares, qui puissent offrir éventuellement d'autres services, type garde d'enfants. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses comme ça à inventer demain. Et le numérique permet, à mon avis, je suis d'accord avec vous, de revoir complètement cette question du gap territorial. C'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle d'écosystème, on parle de métropole, et on voit bien qu'on a un énorme sujet sur la métropole où tout se concentre, les investissements, la richesse, l'économie, l'activité, et le reste du pays, quelque part. C'est un sujet majeur, c'est pas un sujet simplement d'urbaniste, c'est un sujet politique. C'est un sujet politique qui a donné lieu au vote du Brexit. C'est le Brexit en Angleterre, c'est l'Angleterre qui se révolte contre London, la City, où toute la richesse était concentrée et tous les talents mondialisés, à l'aise avec la mondialisation. Ce phénomène-là, on n'est pas du tout à l'abri de l'avoir. On a eu un peu peur aux dernières présidentielles. C'est aussi le vote en Amérique pour Trump. Ça reflète cette question-là. Et c'est un enjeu majeur, donc politique. Et moi, je pense que le numérique permet de repenser les choses autrement, parce que justement ça donne cette souplesse, parce que si le numérique permet à
à nos jeunes. Je suis élue de Mantes-la-Jolie, donc je vais vous dire, je fais un peu le grand écart entre le Val-Fouré et la Défense. Et moi, j'ai la conviction que cette jeunesse des banlieues, des grandes ou de la grande métropole ou la grande couronne, qui aujourd'hui est à l'écart de tout, leurs parents n'ont jamais travaillé, eux-mêmes ils n'ont pas fait d'études, et pourtant ils sont d'abord dans la mondialisation parce qu'ils sont biculturels au moins. Et le numérique, c'est ce que Xavier Niel a très bien compris, permet de les remettre dans l'économie par des nouveaux métiers, y compris dans le territoire. C'est-à-dire que, évidemment, c'est des métiers qu'on peut faire souvent. Il n'y a pas besoin d'aller dans le centre pour ça. Et on voit bien que ça change complètement la donne. On est un peu en dehors du sujet, mais enfin quand même, l'écosystème de la défense ne peut se développer que si, au sens large du territoire, y compris donc jusqu'à Mantes-la-Jolie, mais juste pour prendre cet exemple-là, on réfléchit de manière globale. Et ce que je retiens de votre intervention par rapport au thème, c'est justement qu'un Fabwork, c'est peut-être plus grand que l'écosystème dont il est issu. Et que justement, ce côté prolongation, il est intéressant. Et la Société du Grand Paris, par exemple, qui travaille sur le nouveau métro, enfin le métro du Grand Paris, travaille beaucoup sur le fait qu'on ait du réseau, du Wi-Fi, la 4G dans les métros. C'est peut-être un moyen aussi de prolonger cette expérience. Alors vous allez peut-être me dire que c'est un moyen de répondre à ces mails encore plus tard, une fois sorti du travail, ce qui est peut-être vrai, mais c'est quand même un moyen de prolonger cette expérience lab ou fab au-delà de juste la petite grande zone de la défense. Vous vouliez intervenir ? Oui, parce que j'ai une petite question pour Marie-Célie. D'abord, Axel Kahn. Voilà. Si vous pouvez retrouver les 2 derniers livres qu'il a écrits, je trouve que c'est extrêmement intéressant puisqu'il marche en long et en large de la France. Mais ma question est plus sur le Fab Work et Fab Lab. Aujourd'hui, de plus en plus, on s'oriente vers des séquences de travail qui partent de la recherche fondamentale jusque l'expérimentation, le fameux test and learn, et ensuite à la production et la mise en œuvre. Est-ce que ces espaces de réflexion, de recherche et de fabrication ou de test, pas pour implanter les nouvelles usines, quoique aujourd'hui on pourrait parler de l'usine digitale qui revient dans le centre des villes, est-ce que ça, ce sont des choses sur lesquelles vous réfléchissez ? On fait plus qu'y réfléchir, puisqu'effectivement, on va le mettre en œuvre très bientôt. Paris La Défense, l'organisation, déménage dans quelques semaines dans des nouveaux bureaux ici, où, juste entre parenthèses, on passe en total flex, en mode ouvert. Et on vient de très loin, on n'était pas du tout là aujourd'hui, parce que c'est aussi un projet d'accompagnement du changement, de management, etc., de façon de travailler. Et c'est une volonté d'être nous-mêmes ouverts, déjà entre nous, de sortir chacun de son silo, de ses métiers, l'aménageur, le gestionnaire, etc. Et il y a une volonté d'être ouvert sur l'écosystème et d'accueillir dans nos bureaux, justement, des startups qui sont plutôt dans l'innovation, la recherche, et de leur donner la possibilité de tester leurs solutions sur le territoire. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite, et ce qu'on a déjà commencé, d'ailleurs, vous avez vu, il y a une petite navette autonome qui circule sur la dalle. C'est une première mondiale, puisque des navettes autonomes, il y en a déjà, mais c'est généralement des zones très délimitées, privées, et sans densité de flux. Ici, vous avez un flux de piétons incroyable, et c'est la première fois au monde qu'on expérimente dans un espace public, dans une zone aussi dense, la navette totalement autonome, c'est-à-dire sans personne dedans pour la conduire. Certains d'entre vous ont dû l'apercevoir. C'est l'idée, c'est d'utiliser ce territoire comme un territoire de test, et d'offrir non seulement le territoire, mais la data, de partager cette data de l'établissement public avec l'écosystème des startups pour qu'elles puissent inventer, expérimenter, et puis éventuellement derrière déployer. Je pense que l'avenir de la défense, il passe aussi par ça. C'est aussi une façon de renouer avec l'ADN original de la défense, qui était vraiment un territoire d'innovation. Quand l'idée de la défense a été lancée il y a 60 ans, c'était un truc de dingue, quoi. C'était vraiment super innovant. Et depuis, c'est devenu un vieux truc moderne, c'est-à-dire que c'est du moderne has-been ou quelque chose comme ça. Donc nous, on cherche vraiment à renouer avec cette logique d'innovation et à faire de ce territoire un territoire d'expérimentation. Alors justement, il nous reste quelques 6-7 minutes avant de passer à une série de questions. Est-ce qu'on peut essayer de se faire chacun son tour en guise de conclusion un petit
travail de prospective dans 15 ans avec de l'objet connecté, de l'open data, de la big data. Qu'est-ce que vous imaginez que sera ce Fabwork dont on est en train de parler? Charles. Donc, tu as commencé tout à l'heure en disant on est là pour rêver. Je pense qu'en effet, c'est un peu l'objectif et c'est hyper intéressant d'avoir des visions qui sont très différentes les unes des autres. Pour moi, le rêve du travail de demain, entre guillemets, c'est que moi, en tant qu'individu, quel que soit l'endroit où je suis né, quelles que soient les études que j'ai pu faire au fur et à mesure, j'arrive à trouver de manière soit sur un CDI, soit sur un CDD, soit même en tant que freelance, et je travaille avec des équipes qui sont différentes les unes des autres, trouver les projets qui me parlent le plus, qui soient dans ma région, qui soient à Paris, qui soient en Europe ou qui soient dans le monde entier, et trouver des personnes avec lesquelles monter ces différents projets. Je peux les monter tout seul en tant que start-up, je peux les monter pour une entreprise, je peux rejoindre l'entreprise pour laquelle j'ai bossé au départ, et j'ai cette souplesse aujourd'hui le plus possible. Après, on va avoir des questions qui vont se poser et auxquelles peut-être que tu vas pouvoir nous répondre, plutôt au rapport à comment est-ce qu'on a la protection de ces salariés-là, mais c'est un peu ça le monde idéal pour moi. Florence, vous êtes d'accord avec cette vision-là? C'est ce que vous dites dans votre livre? Oui, enfin, je pense, mais ça, je vais laisser à mon voisin l'idée sur le travail et notamment sur la contractualisation de la relation du travail à l'entreprise, parce que je pense qu'elle est en train d'évoluer, mais je ne vais pas me risquer là-dessus. Si j'ai un rêve, je crois qu'il vient d'être incarné par un projet que je trouve extraordinaire, et je sais que beaucoup de personnes qui y travaillent sont ici. C'est The Camp, voilà, qui est un lieu extrêmement ouvert, qui est un lieu dans lequel on se sent bien, dans lequel on a un foisonnement de multigénérations, multimétiers, multi-origines, et qui travaillent tous ensemble, qui se frottent les uns aux autres pour essayer de faire émerger des nouveaux processus de production, des nouvelles idées. Et voilà, c'est un peu la façon dont j'aurais aimé travailler il y a 30 ans, et je me régale aujourd'hui de pouvoir le faire et d'avoir la chance de pouvoir le faire aujourd'hui. Merci. Si on réussit notre... Ça marche ? Oui, pardon. Si on réussit notre coup, de cette révolution, le rêve qu'on aura atteint, c'est que l'entreprise devienne un véritable endroit de codétermination et pas un endroit de conflictualité par nature. C'est donc un endroit où la question du compromis, elle est acceptée et donc où les deals sont possibles. Vous parliez tout à l'heure du mail envoyé plus tard parce qu'il y a la 4G dans le métro. Je vous le dis, je suis syndicaliste. Dans l'absolu, ça, c'est pas un problème. Les business, ils se font la nuit, le jour, le matin, le soir, le midi, etc. La vraie question, c'est qu'est-ce que le salarié en retour a en termes de reconnaissance au travail, en termes de banque du temps, par exemple, ce qu'il leur a donné à ce moment-là, comment il pourra utiliser ce temps-là qu'il a donné à ce moment-là dans le métro alors qu'il est tard, qu'est-ce qu'il va faire avec dans 6 mois? Est-ce qu'il aura le droit d'utiliser ce même temps pour aller s'occuper d'une association, pour aller faire du sport, pour aller dans l'espace de coworking de madame, etc. etc. Donc, mon rêve à moi, c'est que l'entreprise, ce soit un lieu de deal et qui soit traversé par, évidemment, des intérêts qui soient parfois contradictoires, des intérêts y compris territoriaux, vous le disiez tout à l'heure, entre les différentes communautés de communes, ceci, cela, chacun tire la couverture à soi parfois. Donc, une entreprise, c'est un lieu de convergence. Et si on y arrive, c'est là que la révolution aura eu lieu. Voilà mon rêve, ouais, lieu de convergence. Merci. Je vous laisse conclure, Marie-Célie, avant la série de questions. Alors, d'abord, je voudrais répondre je ne sais pas. Parce qu'en fait, je ne sais pas, et que je ne sais a fortiori pas parce que je dirige l'établissement public qui en charge le quartier, et que je ne sais pas à la place des autres. Et le problème, c'est que quand on dit voilà ce qu'on veut, quelque part, on donne le ton, la ligne, et je pense que ça bride les idées. Et comme nous, on est dans un moment assez particulier de transformation où j'ai besoin d'avoir les idées qui arrivent, d'avoir justement un climat de créativité. Je m'astreins de ne pas vouloir dire ce dont je rêve, parce que je ne veux pas que ça bride. Voilà.
Vous ne direz rien. Maintenant, après, évidemment, mais je pense que ça, tout le monde l'a compris. Moi, ce dont je rêve, c'est que la défense se transforme profondément, fasse tomber les barrières, que ce soit les barrières des tours, les barrières du circulaire, les barrières les barrières entre les entreprises, et que devienne un lieu foisonnant, un lieu où se mélangent des gens très différents, des entreprises très différentes, des secteurs très différents, un lieu qui soit reconnecté non seulement avec son territoire urbain, mais également, par exemple, avec le fleuve. Voilà, enfin, et donc un lieu vibrant. C'est déjà un lieu vibrant, à vrai dire. Enfin, moi qui, quand même, y passe beaucoup de temps, il y a une énergie particulière ici. Mais il y a un potentiel fantastique. Voilà. Donc, je pense qu'on a les moyens de créer ici quelque chose qui n'existe pas vraiment ailleurs. Et donc, c'est mon ambition. Merci beaucoup à tous les quatre. Je me retourne vers Julien. Je ne sais pas s'il est là. Ah. On en a sinon. Alors Julien, qu'est-ce que tu as lu sur les réseaux sociaux? J'ai déjà une question par rapport à tout ce qui vient d'être dit. J'ai entendu, j'ai peut-être fait une erreur, mais j'ai entendu parler d'infrastructures en soutien des Fabwork. On en a beaucoup parlé. J'ai entendu parler de, je vais peut-être faire une erreur, mais de cadre social ou de cadre juridique. On en a parlé aussi, de donner l'autorisation, la permission, etc., etc. On a parlé des logiques d'ouverture et autres. Il y a un point que, pour avoir un petit peu expérimenté certains Fabwork et pour moi-même avoir... Alors, je suis désolé de toujours citer... Enfin, on cite beaucoup WeWork. Désolé pour tous les autres qui ont... Voilà, mais il se trouve que là, moi, j'ai une carte... je travaille chez WeWork et je suis... Alors, pour une fois, je ne vais pas faire l'apologie de WeWork. Je veux dire que WeWork a construit, qui a mis en place cette infrastructure, qui nous donne la possibilité de travailler et de travailler avec d'autres qui n'appartiennent d'ailleurs pas chez WeWork. Ce qui manque chez WeWork, c'est cette animation de mode de travail nouveau, cette facilitation de mode de travail nouveau. Ça ne suffit pas de mettre en place des structures, encore faut-il faciliter ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu dans les réflexions autour des Fabwork, alors que ce soit pour Paris La Défense ou les réflexions que vous pouvez avoir issues potentiellement de The Camp ou autres, qui permettraient demain, non pas uniquement de donner la possibilité, mais d'inciter et de favoriser à travers l'animation de ces modes de travail-là? C'est vrai que c'est essentiel. C'est-à-dire que vous pouvez faire un super spot, un endroit avec tout le confort, etc. Si c'est pas animé, ça marche pas. Alors pour Paris La Défense, dans ce qu'on est en train de créer dans nos futurs locaux et l'écosystème qu'on veut développer avec le Living Lab, il est évident que ça passe par une animation et donc par des personnes qui sont là pour ça. Alors l'animation, c'est à la fois faire en sorte que le lien il se fasse entre les collaborateurs, les startups et l'écosystème environnant. Ça passe par aussi donner des occasions de fond de se rencontrer, c'est-à-dire que, et ça vaut d'ailleurs pour ce qu'on essaye de faire dans l'espace public, c'est-à-dire qu'il suffit pas de dire sortez dehors et rencontrez-vous. Ça marche pas. Donc il faut apporter du contenu. Donc moi je pense qu'il faut apporter du contenu, que ce soit par des conférences, en faisant faire venir des speakers un peu exceptionnels. Ça passe par la culture, par exemple. La culture est un formidable vecteur de lien et permet de réunir ensemble des gens qui n'ont pas d'autre raison de se retrouver et qui finalement se rendent compte qu'ils partagent beaucoup de choses. Le sport aussi. Enfin voilà, c'est ces vecteurs-là qui permettent finalement d'inciter à la création de liens et à faire en sorte que quelque chose se passe entre des personnes qui sont réunies. C'est vrai que c'est très important. C'est important au niveau d'un lieu et c'est important au niveau d'un quartier. Et je pense que si on veut que ce soit pérenne, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en préparation, les rêves c'est sympa, mais si on n'a pas un business model derrière, les rêves ne vont pas durer très longtemps. Et je pense que plus qu'un prétexte, il faut trouver un objectif à faire se réunir des talents qui viennent de différentes entreprises dans un lieu précis. C'est une réflexion qu'on pousse un peu. Et moi, j'ai deux réponses aujourd'hui, deux possibilités et deux budgets, entre guillemets, dans les entreprises. Il y a un premier budget qui est sur la formation. Comment est-ce qu'on peut réussir à former des jeunes talents qui sont issus de beaucoup d'entreprises différentes, les uns avec les autres et les uns par les autres? Comment est-ce qu'un Google peut réussir à former dans le digital des gens qui travaillent dans l'énergie? Comment est-ce que les gens, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est comment est-ce qu'on peut innover en mélangeant beaucoup de jeunes talents de différentes entreprises directement. Là, de la même façon, on prend la Smart City, on réunit des gens qui viennent de chez Engie, on réunit des gens qui viennent de la RATP, on réunit des gens qui viennent des aéroports de Paris, et on se dit comment est-ce qu'on peut réfléchir
avec toutes ces personnes-là directement, avec tous ces talents-là directement, sur la problématique de l'étranger qui arrive aux aéroports de Paris, qui va jusqu'au centre de Paris, et etc. Vous avez compris l'idée, quoi. Et donc, de se dire dès le départ, on ne va pas trouver un prétexte, on va trouver une vraie raison pour laquelle ces jeunes vont pouvoir se retrouver, que ce soit pour qu'ils se soient formés ou que ce soit pour qu'ils forment de nouveaux projets à l'intersection entre ces entreprises. Grégory, rapidement. La CFDT, il y a 6 mois, a conclu une phase de consultation de 220 000 salariés en France par une consultation sur plateforme numérique qui a été construite par des scientifiques, donc pas simplement des syndicalistes au coin d'une table. Et cette consultation, qui est la première dans l'histoire du mouvement syndical, a amené 2 réflexions. La première, c'est que 80% des salariés disent qu'ils aimeraient avoir un peu plus voix au chapitre sur la vie de leur entreprise. Et donc, un Fab Work qui fonctionne, c'est un Fab Work où il y a la possibilité pour les gens de s'exprimer sur comment ils vivent leur travail, sur quelles idées ils ont, quel que soit d'ailleurs le niveau de responsabilité qu'ils ont dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est dans une société démocratique, on reconnaît une société démocratique au fait qu'il y a des droits qui sont attachés aux personnes, qui ont été déterminés collectivement, et surtout à l'effectivité de ces droits-là. Or, on constate à quel point les salariés, dans leur très grande majorité, n'ont quasiment aucune conscience de leurs droits, pas simplement en tant que travailleurs, parce qu'à la limite, c'est peut-être là où ils ont le plus de conscience, mais leurs droits sociaux au jour le jour, la CAF, la retraite, comment ça va se passer, la sécurité sociale, ma mutuelle, etc. etc. Et donc, créer à l'intérieur de ces Fab Work des guichets qui permettent aux salariés de prendre le temps d'avoir une effectivité de leurs droits, parce qu'ils vont savoir exactement à quoi ils peuvent avoir accès, notamment en termes de formation. Tu le disais à l'instant, le compte personnel de formation qui a été inventé et proposé par la CFDT dans la précédente mandature, c'est un compte qui n'est pas utilisé, alors que c'est un compte qui doit permettre l'accessibilité à des parcours de formation plus efficients pour les salariés. Je pense que cette histoire d'effectivité des droits dans des lieux où on vient pour faire autre chose que travailler, ça peut être une bonne logique pour accompagner ce changement de Fab Work. Est-ce que vous me permettez de rebondir? Parce que d'abord, merci beaucoup pour cet échange que je trouve passionnant. Je partageais avec vous et vous demander de réagir à la perception d'une confusion. Et j'en profiterai pour placer un petit mot, en particulier parce que nous avons un représentant de la CFDT ici. J'ai été très souvent en face de vous, dans les tables, autour des grandes tables de comités d'entreprise. La confusion que j'entends là, c'est celle de la différence entre l'urbanisation, l'impératif structurel d'organiser la capacité de tout un ensemble de contributeurs à une intention commune qui est de vivre ensemble, pour faire très large, d'organiser les conditions de tout ça. Et ça, je pense que c'est le rôle d'un lieu comme la Défense. J'y ai vécu de très nombreuses heures dans les 20 dernières années. J'en ai apprécié toutes les capacités et souffert de toutes les limites, comme tout le monde, tous ceux qui connaissent le lieu. La colocalisation est un atout absolument considérable. La colocalisation, à mon avis, n'est pas l'écosystème. L'écosystème, c'est un truc qu'on design en fonction d'une intention, d'un besoin, d'un projet. Je veux réaliser ce truc-là et je vais aller chercher. Alors évidemment, le digital, la colocalisation, tout ça, ça aide, ça facilite. On a moins de chemin à faire. C'est plus facile de trouver. Mais c'est pas comment il s'appelle le truc, le Work Lab. Le Work Lab est à l'échelle de celui qui entreprend. Est-ce qu'il entreprend dans un grand groupe? Est-ce qu'il entreprend tout seul ou pas? Est-ce qu'il est aidé pour le faire parce qu'il est colocalisé, parce qu'il y a un système urbain, parce qu'il y a un système politique autour de lui? Ça, c'est une vraie grosse question et je pense que le rôle de l'EHPAD, c'est précisément d'être l'interlocuteur structurel entre les très grands projets. J'ai bossé avec Christian Blanc sur le Grand Paris, c'est un truc innommable, c'est des centaines de milliers d'heures de boulot. Je vais aller à l'essentiel là maintenant tout de suite, c'est de dire comment est-ce qu'on crée les conditions du Work Lab à l'échelle de l'entrepreneur, qu'il soit dans un grand groupe ou qu'il soit à la tête de son truc, de son entreprise. Et puis, un vrai regret, c'est que vous distinguiez la performance du travail et la logique de capital. Je pense que le grand Work Lab d'aujourd'hui, c'est celui du reflet, que le capital reflète la création de valeur. Et tant qu'on n'a pas fait ce truc-là, on capte de la puissance et de la valeur, là, on asphyxie le système. Ça remonte quelque part, c'est distribué ailleurs. Et tant qu'on n'a pas touché à ce truc-là, on peut penser à tout ce qu'on veut. Le bien-être au travail est une très très belle façon d'arrondir les angles. Mais je trouve qu'on n'a pas touché à l'essentiel. C'était une façon de vous renvoyer la balle. Merci de votre contribution. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Il nous reste un peu moins de 2 minutes.
C'est court. Un peu moins de 2 minutes, moi je ne vais certainement pas répondre. Simplement dire que vous avez entièrement raison dans la dichotomie entre capital et travail. Tant qu'on en reste à cette façon de regarder l'entreprise, on perd beaucoup de choses, sauf que la réalité, c'est aussi beaucoup ça, en tout cas dans le monde de l'actionnariat. Je discutais tout à l'heure avec un représentant de l'LBMG qui me racontait comment un beau projet pour améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être au travail, la performance économique sociale de l'entreprise, s'est arrêté du jour au lendemain parce qu'alors qu'il travaillait avec des managers, les actionnaires ont décidé de couper le robinet et tout le monde a été viré, et donc on est revenu à un système ancien de management. Donc on voit bien que vous avez raison que l'objectif, c'est que capital et travail se rencontrent. C'est l'un des objectifs de la CFDT, notamment avec la responsabilité sociale des entreprises, etc. Et on pense, du coup, que les moyens du dialogue social, notamment sur les questions économiques de l'entreprise, ça doit permettre aux salariés de comprendre quels sont les enjeux économiques de la boîte et donc de participer à leur manière à faire ce lien entre capital et travail et arrêter cette dichotomie qui parfois est mortifère. Vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Je crois que j'ai essayé de le dire en introduction, c'est-à-dire que le Fab Work, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, et pour la défense, ce qui est sûr, c'est que le simple fait qu'on ait une concentration d'entreprises, et pas que d'entreprises, d'étudiants, d'habitants aussi, sur un même territoire, fait que ne fait pas écosystème ou Fab Work. Ça le fera le jour où la relation sera créée, et sans doute, c'est notre rôle de devenir créateur de liens, d'être facilitateur finalement. Mais on ne pourra pas faire à la place d'eux. Encore une fois, et ça c'est vraiment un changement de paradigme pour l'établissement public. L'aménageur d'État décider à la place d'eux, ça ne marche pas comme ça. Mais on peut être facilitateur, faire en sorte que par les infrastructures, par les lieux, etc., il y ait ce qu'il faut pour que ça puisse avoir lieu. Mais ensuite, ça ne peut se passer que si chaque individu, chaque entreprise le décide, l'organise et le permet. On va se quitter là-dessus en espérant et en faisant collectivement que ce ne soit pas un vœu pieux. Merci encore une fois à tous les quatre. Marie-Célie Guillaume, Grégory Martin, Florence Perronneau et Charles Puy-Basset. Et vous pouvez les applaudir.